Eh bien, merci Thomas, et puis bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord me présenter. Donc, effectivement, je suis Christophe Lamoureux, je suis directeur du système d'information pour la ville de Sens et l'agglomération du Grand Sénonais. Ça fait un petit moment que je travaille dans les nouvelles technologies et dans une DSI, ça va faire 20 ans. Et sur proposition notamment de Thomas, Céline, Cyril, je vais intervenir effectivement sur cette visioconférence pour vous parler de boîte mail et de sobriété numérique. Alors, je suis pas du tout un expert de la boîte mail, hein. Voilà, mais par contre, effectivement, je suis un utilisateur averti de par ma fonction et surtout de par finalement mon métier d'informaticien depuis maintenant 20 ans. Et depuis effectivement mon contact avec les usagers depuis maintenant 20 ans, à une époque où finalement, quand j'ai commencé, les boîtes mail n'étaient pas si répandues que ça. Moi, quand j'ai commencé dans ma collectivité, il y avait une boîte mail générique par service. Voilà, donc on trouvait des services voirie, arrobas quelque chose, des services bibliothèques. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on sait que la messagerie, c'est devenu éminemment stratégique. Aujourd'hui, quand vous êtes en panne de messagerie, c'est la Terre qui s'écroule, le monde qui s'arrête de tourner. Donc, on voit l'importance des messageries depuis plusieurs années. Mais il y a aussi un sujet dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, c'est la sobriété numérique. Donc le but, ça va être de faire un peu le lien entre les deux et de voir pourquoi déjà les boîtes mail sont concernées par la sobriété numérique et pourquoi la sobriété numérique concerne aussi les boîtes mail. Donc on va faire le lien. Et puis on va parler bonnes pratiques. Alors je vais tout de suite faire un petit disclaimer. Vous êtes très nombreux. Et effectivement, j'entends pas du tout faire une visioconférence technique pour une simple et bonne raison, c'est que vous venez tous d'univers différents, de collectivités différentes, peut-être même hors collectivité, je ne sais pas. Ça sera l'occasion d'échanger à la fin de la conférence. Et donc du coup, je ne sais pas ce que vous utilisez en fait comme système de messagerie dans les collectivités et chez nous en tout cas. Je sais que l'une des messageries les plus représentatives, c'est la suite Office 365 de Microsoft, mais peut-être que vous n'êtes pas du tout sur cette messagerie-là. Dans le, dans le privé, on voit beaucoup de Gmail, évidemment, hein. Gmail, c'est devenu, enfin en tout cas, tout l'écosystème Google a pris une importance considérable dans le monde particulier, un peu moins dans le monde pro, même si il y a la suite Google aussi qui est quand même assez présente dans le monde pro, même un peu moins que Microsoft. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi de vous faire une visioconférence hyper technique. Donc l'idée, c'est plutôt effectivement de vous faire de la sensibilisation, de vous partager des bonnes pratiques au sens large et puis de s'interroger tous ensemble finalement sur nos pratiques autour de la boîte mail. Donc, on est parti. Donc déjà, pour commencer, je pense que vous êtes peut-être certains d'entre vous sont au courant. Ça dépend en fait un peu la taille de votre collectivité. Mais en fait, depuis 2021, il y a une loi qui s'appelle la loi Rennes et qui oblige les communes de plus de 50 000 habitants à se doter d'une stratégie numérique responsable pour le 1er janvier 2025. Donc, il y a beaucoup de collectivités qui sont concernées. On est plusieurs, je pense, à avoir rédigé ou à être en train de rédiger une stratégie numérique responsable pour notre collectivité. Nous sommes sur le point au niveau de l'agglomération et de la ville de Sens, nous sommes sur le point de l'achever. Nous avons pris le parti de partir sur 4 axes principaux qui sont des axes autour sociétal, environnemental, économique, éthique. Je pense que ça pourra être sympa aussi d'échanger sur ce qui se fait de votre côté. Et bien évidemment aussi, je pense que vous avez toutes et tous entendu parler de RSO ou de RSE, donc de responsabilité sociétale des organisations pour les collectivités, et le E pour entreprise. En tout cas, nous, dans notre collectivité, c'est pareil, c'est quelque chose, une marche qu'on s'apprête à gravir. Enfin, il y a plusieurs marches à gravir, mais en tout cas, on est monté dans le train, comme on dit. Donc, je pense que voilà, donc la sobriété numérique rentre complètement dans une approche développement durable pour les organisations, donc une approche RSO. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle aussi de sobriété numérique de plus en plus. C'est une très bonne chose et dans tous les cas on y est contraint. Donc autant se servir
de cette loi qui, même si elle n'est pas coercitive, ça peut être quand même très intéressant vu les enjeux en fait et vu les impacts que peuvent avoir le numérique aujourd'hui, de se servir de cette loi pour faire les choses bien. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement l'impact environnemental des emails. Alors, on vous a fait un peu une petite slide là pour vous présenter un petit peu des comparaisons. Parce que des fois, ça peut permettre de se rendre compte de certaines choses. Par exemple, qu'un mégaoctet de données, c'est égal à 4 grammes de CO2. Sauf que là, vous allez me dire que finalement, que ce soit des mégaoctets ou des grammes de CO2, c'est pas forcément très parlant et je vous répondrai que c'est pas faux. L'idée, c'est surtout de se dire, en fait, d'essayer de faire des comparaisons. Alors nous, on l'a fait avec le kilométrage. En fait, essayez juste de retenir que si vous envoyez 10 emails quotidiennement, tous les jours, ça représente 30 kg de CO2 et ces 30 kg de CO2, ça correspond à 200 km en fait en voiture. Donc ça peut être intéressant quand même de faire ce genre de comparaison. Alors il y en a plein, hein, vous trouvez ça sur le site de l'ADEME notamment, qui permettent un peu de ressentir un peu l'impact l'impact de nos emails dans le cadre de notre vie professionnelle, mais même aussi dans le cadre de notre vie privée. Hein. Donc, et évidemment, ce sur quoi j'attire votre attention, je pense qu'on peut le voir là dans la slide, vous voyez qu'en fait, un email, c'est pas grand-chose en fait. Et ce qui va être un peu au cœur aussi de cette visioconférence, c'est ce qui alourdit énormément vos emails, c'est les pièces jointes. Donc ça, on va en parler un petit peu plus loin dans cette conférence. Mais retenez bien ça, s'il y a bien quelque chose qui alourdit énormément vos emails, c'est les pièces jointes et c'est ce sur quoi on va un peu travailler, un peu développer par la suite. Donc là, je voudrais vous interroger dans le chat, faire un petit élément participatif. Alors, à votre avis, quel est le nombre d'emails qu'un agent administratif reçoit quotidiennement dans une collectivité d'environ 850 agents? Bon, 850 agents, c'est chez nous, hein. Ville de Sens, agglomération du Grand Sénonais. Donc voilà, je vous laisse. Alors, je dis bien reçoit. Alors, je vois des choses passer dans le chat. Alors, il y en a qui disent 40, 50, 30, 30, 30, 100, 30, ouais. 25. C'est bien, vous êtes participatif. Et je dois dire que vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes pas mal dans la fourchette. Donc, je parle juste des emails reçus. Hein. On est d'accord? Donc, nous, on estime le nombre d'emails reçus entre 30 et 50 emails par jour, voilà, par agent dans la collectivité. Donc, évidemment, pas besoin de plus vous le préciser, hein, pourquoi on reçoit autant d'emails? Eh ben, il y a nos échanges internes avec nos collègues. On pourra y revenir, parce que des fois, il y a des échanges effectivement avec les collègues qui se font par email et on se demande pourquoi finalement on les fait par email. Les demandes que vous pouvez recevoir des citoyens, des usagers, l'échange de documents administratifs, la communication avec les prestataires ou les partenaires extérieurs. Donc voilà, ce qui fait un peu une moyenne. Ce qui est donc pas mal. Alors pourquoi? Là, je vais vous faire un petit point. Je ne vais pas y passer trop de temps sur cette slide, mais je voulais quand même, je ne sais pas de quels environnements vous venez toutes et tous, et si vous êtes familiers finalement avec les nouvelles technologies. Et sans vouloir rentrer trop dans le détail, pourquoi en fait nos boîtes mail consomment, alors on parle de consommation, donc j'aurais utilisé le verbe, pourquoi elles consomment autant? Parce qu'en fait, pour forcément pour que vos emails fonctionnent et surtout que tous vos emails soient stockés, on utilise des infrastructures, surtout dans les grands groupes, enfin dans tous les groupes, mais des groupes comme Microsoft ont des infrastructures, des data centers énormes. C'est ce qui représente le fond de ma petite vignette. Je ne suis pas réellement dans un data center, en fait. Je le dis tout de suite pour ceux qui penseraient que je travaille dans un data center. Non, non, on n'a pas ces serveurs-là encore à l'agglomération du Grand Sénonnais. Pas encore. On a quelques baies serveurs, mais on n'est pas, non, on n'est pas dans cette volumétrie-là. Mais voilà, les data centers voilà, sont énergivores. Vous imaginez tous les clients que peut avoir Microsoft et toutes les salles que ça peut représenter. C'est des salles et des salles qui sont refroidies enfin, par des systèmes en fait, de climatisation. Il y en a même qui sont directement mis dans de la glace. Enfin, je pense que voilà, il faut s'imaginer ce que consomment des infrastructures, des data centers de la volumétrie de Microsoft.
Donc ça, déjà, c'est énergivore. Après, il y a tout ce qui concerne la transmission de vos données. Quand vous envoyez un mail, c'est vrai que c'est pas trop prégnant. C'est toujours pareil, en fait, les mails et tout ce qui est numérique au sens large, en fait, on ne le mesure pas. On a l'impression que voilà, ça arrive dans notre boîte mail. On a notre ordinateur qui est allumé. On perçoit que notre ordinateur est allumé, mais on perçoit pas effectivement que malheureusement, en fait, quand j'ai envoyé un email à mon assistante Valérie qui est de l'autre côté du couloir, en fait, mon email, il a transité par des routeurs, par des câbles, il est même passé sous la mer, il a été traité chez Microsoft et il est revenu par la mer pour revenir en fait dans le bureau qui est à côté. Donc effectivement, et tout ça, ça va très vite, c'est de l'ordre de quelques secondes, mais pour autant, tous ces câbles, tous ces routeurs ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et également, ce qui consomme beaucoup, c'est le fait que nos mails, on les stocke sur des serveurs pendant de longues périodes, c'est-à-dire que malheureusement, on ne fait pas assez le tri. Voilà, je ne sais pas, on pourra en discuter aussi. Combien de fois vous triez vos boîtes mail, quelle est la volumétrie de votre boîte mail aujourd'hui? Bon, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Je m'inclus dedans, hein. Je ne suis pas forcément le meilleur élève. On a toujours tous tendance à trop conserver de choses, de peur de manquer, machin, tout ça. Donc, mais malheureusement, vos emails, ils sont stockés. Alors, même celui de 2014, il n'y a pas d'endroit différent chez Microsoft où ils vont mettre votre email dans un endroit qui consomme moins. Non, tout est dans les mêmes data centers, donc ça consomme. Évidemment, il y a les pièces jointes, donc ça, on en parlera après, mais quand vous envoyez des pièces jointes et que vous l'envoyez à toute une liste de diffusion, genre à un annuaire interne, bon, là, finalement, vous multipliez votre pièce jointe qui part de votre boîte mail, qui se retrouve stockée sur les 650 boîtes mail de vos collaborateurs. Donc, effectivement, là, vous alourdissez considérablement le poids des messageries de la collectivité. Donc voilà pourquoi c'est aussi important. Et évidemment, on le mesure moins, mais en fait, aujourd'hui, ce qui pèse beaucoup dans le numérique, c'est l'utilisation de tous nos appareils. On est tous équipés d'ordinateurs, de smartphones, voire même d'un ordinateur portable, d'une tablette. Je disais tout à l'heure que les infrastructures consomment beaucoup, les data centers, tout ça, c'est vrai. Si vous avez l'occasion un jour de faire une fresque du numérique, vous verrez qu'en fait, c'est finalement au cumulé tous les périphériques que l'on peut utiliser qui consomment le plus, et de loin. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire une fresque du numérique, c'est très intéressant à faire et ça vous permet de voir un peu l'impact du numérique. Donc voilà, c'était bien de faire, je pense, ce petit rappel. Et maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu dans dans des pratiques en fait éco-responsables, des conseils que je peux vous donner. Et on va dérouler en fait 5 grands points qui vont entre les astuces et les bons gestes, on va dire, et essayer de vous donner aussi, alors peut-être c'est des choses que vous connaissez déjà ou pas, mais écoutez, après ça sera l'occasion d'en parler tous ensemble. Bon, le premier point, on ne va pas y couper, mais c'est quand même important de le signaler. Et moi, je voulais quand même m'arrêter un petit peu sur ce sujet-là. En fait, nettoyez régulièrement votre boîte mail, supprimez les emails inutiles ou anciens pour éviter le stockage à long terme sur les serveurs. En fait, pourquoi j'ai voulu remettre ça paraît le bon sens, la première chose à faire, et ça paraît presque une évidence et pas besoin de le dire, mais en fait, on passe pas assez de temps sur, finalement sur le nettoyage de nos boîtes mail. Et en fait, je suis un peu désolé. Peut-être que certaines personnes ici attendaient un peu de magie et peut-être repartir avec des solutions qui allaient réduire leur boîte mail de 50 ou de 70%. Ça ne sera pas le cas. Vous aurez après des petites astuces, mais globalement, si vous y passez pas du temps, globalement, je peux vous dire qu'une chose, c'est que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, pourquoi? Parce que vos boîtes mail, elles vont ne faire que d'augmenter. Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret dans le monde professionnel. Si vous êtes sur Office 365 et si vous êtes dans une collectivité peut-être sensiblement comme la nôtre, en fait, nous, on voit un phénomène apparaître. Nous, on est sur Office 365 depuis très longtemps. Et on a plusieurs licences chez Microsoft.
Et en fait, accouplé à ces licences, vous avez différents services, mais vous avez surtout différentes volumétries. Et en fait, la volumétrie de votre boîte mail, bah, c'est tous les mails que vous avez dedans, les mails que vous envoyez, les mails que vous avez reçus, même ceux que vous classez, hein. On parle bien de la volumétrie globale avec les pièces jointes. Alors nous, on a des toutes petites boîtes mail pour des agents qui ont vraiment, des agents, on va dire, de terrain, qui ont très peu besoin de, de boîtes mail, on va dire, de capacité importante. On a un premier niveau de boîte mail qui est à 2 gigas, voilà, pour des personnes, des chefs d'équipe qui ont surtout un travail à l'extérieur, qui font pas beaucoup d'administratif. Donc ça peut suffire. Mais bon, on va dire que de plus en plus, 2 gigas, c'est pas beaucoup. Néanmoins, chez Microsoft, la boîte mail standard, elle est à 50 gigas. Nous, aujourd'hui, en tout cas, dans le marché tel qu'on l'a avec Orange, c'est eux qui nous revendent nos boîtes, et avec Microsoft, on arrive à une volumétrie de 50 gigas pour les boîtes mail standards. Et on a de plus en plus de personnes, avec le temps, ce n'était pas un sujet il y a quelques années, mais aujourd'hui, des personnes qui nous disent ben, je suis arrivé au bout du stockage de ma boîte mail, est-ce que vous pouvez me l'augmenter? Ben non. Je ne peux pas. Je n'ai pas de licence. Et alors, je crois que ça vient de se déverrouiller, mais il y avait encore, je crois, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas forcément de possibilité de passer au-dessus, en tout cas dans les offres qui étaient revendues par Orange. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu un passage à 100 gigas, mais enfin, vous voyez bien que c'est un peu la course aux gigas supplémentaires. Et puis, pour peu que vous soyez dans un marché public, par exemple, pour vos boîtes mail, vous ne pouvez pas souscrire à une licence que vous n'avez pas dans votre appel d'offres. Donc, du coup, il faut attendre le prochain appel d'offres. Et là, moi, j'ai des gens qui arrivent, qui ont leur boîte à 50 gigas qui est pleine, qui font pas de nettoyage. Et ben, pour le coup, va falloir qu'ils s'y mettent parce que de toute façon, même techniquement, moi, j'arrive un peu à une limite, en fait. Nous, en tant que DSI, on peut pas, techniquement, pour le moment, je peux pas mettre plus. Et puis, de toute façon, ça va pas dans le sens de la sobriété numérique. Parce qu'on voit bien que voilà, à toujours plus en mettre, et ben, de toute façon, même si je mets 100 gigas, les 100 gigas vont être remplis dans 5 ans. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez passer du temps pour faire le tri de votre boîte mail avant les vacances ou au retour des vacances. C'est vraiment important. Alors, j'en profite pour faire quand même un petit point de vigilance. Attention à ce que vous supprimez, surtout dans le monde professionnel. Et là, je renvoie à mes collègues des archives, parce que je suis obligé de faire un lien avec elles. Attention à ce qu'on supprime. On ne peut pas supprimer n'importe quoi. Les courriers électroniques font partie des archives hein, d'une collectivité. Et donc, attention à ce que vous supprimez. Oui, si vous passez du temps à nettoyer votre boîte mail, n'oubliez pas de les consulter ou de leur demander si vous pouvez réellement supprimer tel ou tel document. Bon, maintenant, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui remplit vos boîtes mail quotidiennement? Je pense quotidiennement. En tout cas, pour moi, c'est le cas, quotidiennement. Qu'est-ce qui remplit quotidiennement la plupart des boîtes mail et que vous pouvez supprimer finalement sans vous poser de questions? Alors, on me dit les spams. Alors, moi, je vais faire, voilà, les newsletters. OK. Moi, je vais faire un distinguo effectivement entre les spams et les newsletters. Les newsletters, les spams, pardon, les spams, c'est vraiment le courrier indésirable, quoi. L'arnaque, la chose que vous n'avez pas demandé et qui arrive quand même dans votre boîte mail, qui franchit des filtres anti-spam malgré ce qui a été mis. Alors, je vois qu'il y a, il y en a qui, je sais pas, il y en a qui mettent des réponses. Il n'y a pas le mail de mon supérieur hiérarchique, non, c'est pas. Ok. Mais donc les spams, c'est effectivement là, je vais mettre ça de côté parce que normalement un spam, on en reçoit, mais quand c'est plutôt bien géré, vous devriez déjà être bien limité parce qu'il y a quand même de plus en plus de filtres anti-spam, soit nativement intégrés dans la messagerie, soit en fait avec des outils. Hein, voilà, la DSI a pu déployer des outils d'anti-spam. Bon, voilà. Moi, je veux vraiment effectivement axer sur les newsletters. Si vous recevez les newsletters, c'est pour une bonne raison en fait. Si vous recevez des newsletters, c'est qu'à un moment donné, peut-être
pas vous, mais en tout cas, vous vous en êtes inscrit, vous savez ce que c'est, hein, vous vous êtes inscrit à un truc, et puis après, bah, finalement, vous vous rendez compte que bah, je me suis inscrit à telle newsletter, puis c'est bizarre, j'en reçois une autre un peu du même type. Bon, vous savez comment ça marche, hein, les données, les emails sont récupérés, et vous recevez effectivement des mails d'information, ce qu'on appelle les newsletters, effectivement. Donc, on va parler des newsletters. J'avais oublié de dérouler cette slide-là. Donc, les newsletters, je trouve ça important. Ça prend, enfin, si vous filtrez par newsletter, vous verrez la taille que ça prend dans vos boîtes mail. Et en fait, il y a deux concepts à comprendre dans les newsletters. Vous pouvez toutes les supprimer. Donc, déjà, ça va faire vraiment, ça peut vraiment désengorger une boîte mail qui est pleine si vous arrivez à trier par newsletter, à n'afficher que les newsletters, à supprimer toutes les newsletters. Je vous invite à regarder votre nombre de mails avant et votre nombre de mails après. Normalement, il va diminuer considérablement, même si ce n'est pas ce qui pèse le plus lourd, mais quand même. Mais attention, quand vous supprimez des newsletters, vous n'êtes pas désabonné des newsletters. Le désabonnement, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué et on en parlera un peu plus loin. Mais est-ce que vous connaissez la méthode, le petit tips, pour finalement supprimer toutes vos newsletters, j'allais dire presque d'un coup, que ce soit finalement là pour le coup sur une messagerie professionnelle comme Office 365 ou même sur Gmail? Ben, on me dit non. C'est triste. Il y a quelqu'un qui me dit passer par CleanFox. C'est bien, ça va être un sujet. Alors CleanFox, c'est plus pour se désabonner. Mais là, je parle bien de supprimer vos newsletters. C'est tout bête en fait. En fait, il y a un élément commun à chacune de vos newsletters. Il y a un élément commun à chacune des newsletters qui fait que vous pouvez trier en fait vos newsletters sur un mot-clé. Donc, j'ai pas eu la bonne réponse pour l'instant. Je vous donne le petit tips. Et ben en fait, il suffit de trier vos mails avec le mot désabonné. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque newsletter est obligé de vous proposer un lien de désabonnement. Donc en fait, par exemple, là, on voit une boîte Gmail. Si vous cliquez, enfin, pardon, si vous sélectionnez dans la barre de recherche désabonner, vous allez avoir toutes les newsletters, vous allez avoir toutes vos newsletters. Et alors, ça ne serait pas de bol forcément si vous avez dans un de vos mails écrit désabonner, bon, bah, c'est sûr. Et si vous sélectionnez en masse, il va partir avec. Mais bon, écoutez, je pense que vous écrivez pas tous les jours ou alors vous faites un filtre sur ceux des abonnés vraiment très précisément, parce que les newsletters, vraiment, c'est ceux des abonnés ou vous des abonnés. Mais voilà, l'idée, moi, je l'ai fait. Effectivement, vous tapez ça dans votre barre de recherche. Après, vous sélectionnez tout et vous envoyez tout à la corbeille. Je peux vous dire que là, vous allez déjà nettoyer un peu tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ça vous nettoiera peut-être des années de newsletters, mais évidemment, ça ne va pas vous désabonner pour les futurs. Et ça, pour vous désabonner pour les futurs, on en parlera un peu plus tard, c'est pas si simple, ça va demander de mettre les mains dans le cambouis ou d'utiliser des outils oui mais. Et ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Troisième bonne pratique, adopter dans les gestes éco-responsables. Alors, on va parler des pièces jointes. Franchement, les pièces jointes, c'est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faudra retenir en fait de cette présentation, c'est les pièces jointes. On les utilise très mal. Souvent, on ne sait pas, déjà, on ne sait pas malheureusement les réduire. Alors, je peux comprendre, ça peut paraître un petit peu compliqué pour certains qui sont un peu plus éloignés de la technique. Moi, ce que j'ai constaté depuis toutes ces années à travailler auprès d'utilisateurs, il y a plusieurs erreurs. Déjà, malheureusement, ça part toujours d'un bon principe. Vous créez un événement et vous voulez communiquer sur un événement. J'ai envie de communiquer sur le mois de l'innovation publique. C'est trop bien et tout le monde est d'accord. Et du coup, vous avez une affiche et vous balancez votre affiche. Sauf qu'en fait, vous envoyez en pièce jointe la même affiche que celle qui a servi à l'imprimeur pour faire du A0, quoi. Sauf que, pour une affiche finalement qui va être en mail et qui va être lue sur un smartphone et qui pourrait avoir donc une définition et une résolution divisée par 1000. Malheureusement, alors ça, souvent, vous allez me dire que vous y êtes pour rien, que vous, de toute façon, c'est l'élément qu'on vous a communiqué, il était comme ça. Je l'entends, mais néanmoins, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais mettre en place, notamment dans ma collectivité. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est que pour chaque événement,
dans tous les cas, si vous avez un service com qui est obligé de créer effectivement une affiche dans une très belle définition pour impression, il pourrait aussi très simplement vous donner en fait l'affiche dans un format mail ou pièce jointe en fait qui serait largement suffisante en fait pour être envoyée finalement par mail. Parce que le genre de pièce jointe, moi j'en vois tout le temps, hein, tout le temps au niveau de la DSI. Il faut savoir qu'en plus, après, Microsoft n'aime pas trop non plus, en tout cas nous sur Office 365, et qu'on a des alertes là-dessus. C'est-à-dire que forcément, quand vous envoyez une pièce jointe de 10 mégas à l'annuaire entier, et que l'annuaire, il fait 700 personnes, bah, vous envoyez 7 gigas en fait, d'un coup, par un seul clic. Et là, en termes de sobriété numérique, je peux vous dire que là, bah, si vous avez supprimé tous vos newsletters avant, bah, c'est comme si vous n'aviez rien fait finalement, vous avez vous avez rebalancé bien, 10 fois pire. Donc les pièces jointes, c'est vraiment compliqué, ça a un impact considérable. Je vous encourage vraiment, pour ceux qui sont équipés de plus en plus de messagerie, on va dire moderne, d'utiliser des espaces de stockage en ligne. C'est-à-dire, si vous êtes sur Office 365 ou si vous êtes pour Gmail, je ferai souvent des liens avec les messageries privées parce que je ne fais pas forcément une conférence uniquement sur les messageries professionnelles. C'est quelque chose qu'on fait aussi dans la vie de tous les jours, d'envoyer des mails. Et c'est vraiment des pratiques à adopter en fait au quotidien et pas que dans le monde professionnel. C'est tout simple. L'alternative à l'envoi de pièces jointes lourdes, je pense que vous le savez, dans votre messagerie Outlook notamment, vous avez le choix. Là, vous voyez ma messagerie. En fait, quand je sélectionne le petit trombone, ça me propose automatiquement soit de joindre en tant que copie, et ça, je vais l'envoyer à tout le monde, soit de partager en tant que lien. Et là, c'est très différent, en fait. C'est-à-dire que ce sont les gens qui vont accéder à votre espace de stockage en ligne. Et donc, c'est bien différent. C'est bien différent que d'envoyer finalement cette pièce jointe à tout le monde. Là, au moins, vous partagez un lien. N'y accéderont que ceux qui ont besoin d'y accéder. C'est pareil sur Gmail, vous avez le même équivalent, vous voyez en bas de l'écran pour Gmail, vous avez effectivement le trombone pour joindre la pièce jointe à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais vous avez de plus en plus le insérer des fichiers avec le drive, donc le drive de Gmail, ce qui vous permet effectivement d'éviter en fait d'envoyer des pièces jointes à trop de monde, à plein de monde, qui vont peut-être même pas être lus, et dans tous les cas, qui vont se retrouver dans les messageries de tout le monde. C'est bien ça le problème, en fait. C'est-à-dire que vos pièces jointes, elles seront stockées sur chaque boîte mail de chaque personne. Donc ça, c'est un problème. J'en profite pour glisser aussi qu'on a un peu tendance à... Je crois qu'il faut que j'avance quand même un petit peu sur ma présentation, je vois l'heure qui défile. Mais juste quand même vous dire, on a tendance, je trouve, aujourd'hui, ça c'est mon avis perso, à aussi faire un peu trop facilement répondre à tous. Je pense voilà, quand on est informé de quelque chose, il y a des personnes qui font répondre à tous, au lieu de répondre juste à la personne qui communique à tout le monde. Bon, je pense que c'est un peu un peu l'effet réseaux sociaux où on a pris l'habitude de, quand on s'exprime face à tout le monde. Bon, pour ça, il y a le théâtre ou les visioconférences. Mais en fait, vous pouvez vraiment répondre à un mail sans répondre à tout un annuaire ou en tout cas en sélectionnant un certain nombre de personnes. Je ne parle pas hein, de répondre à un groupe de personnes. Des fois, quand on travaille en groupe, oui, je comprends qu'on réponde à tout le monde. Je parle vraiment quand quelqu'un fait un message d'information à l'annuaire et que les gens répondent à l'annuaire. Ça, c'est vraiment pas dans les bonnes pratiques et c'est vraiment pas dans la étiquette. Donc voilà, on avance un petit peu. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe assez vite. Le stockage en ligne, je voulais juste vous dire, c'est une solution. Oui, mais attention quand même avec modération. Le partage de fichiers, oui, vous envoyez des liens au lieu de pièces jointes, donc ça rend vos mails plus légers parce qu'il n'y a plus la pièce jointe. Mais bon, vos fichiers, ils sont quand même quelque part, ils sont stockés sur votre espace en ligne. Cet espace en ligne, il est hébergé sur des serveurs qui consomment de l'énergie. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, du coup, il y a quand même un impact. Si vos emails sont allégés, il faut quand même effectivement que vos données soient stockées quelque part. Et si vous utilisez si vous stockez tout en ligne, bah, évidemment, ça reste quand même énergivore. Hein. Donc, faites attention à ça. Dans les pratiques, archiver
au lieu de stocker en permanence dans la boîte de réception. Archiver les emails importants au lieu de les laisser dans la boîte de réception, cela aide à mieux gérer l'espace de stockage et cela diminue votre votre volumétrie. Attention, ça c'est faux. Voilà, ça, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans toutes les boîtes mail, notamment les boîtes mail en ligne, donc ce qui peut prêter à sourire. Vous verrez tous sur vos boîtes mail quelque chose qui s'appelle archive. Alors, vous pouvez déplacer des choses dedans pour les ranger, pour mieux structurer l'organisation de votre boîte mail, mais ça ne va pas diminuer son poids chez votre fournisseur de boîte mail, chez Microsoft ou chez Google ou que sais-je. Elles pèseront toujours le même poids. Ça peut juste vous aider à quelque part vous dire à un moment donné, bon, j'ai mis tant de mails à archiver, maintenant il faut que je les supprime ou il faut que je les déplace ou ailleurs. Mais attention à ça, les archives, ce n'est pas quelque chose qui compresserait ou qui ferait diminuer le poids de votre messagerie Office 365. Donc attention à ce faux ami. Je continue avec la dernière pratique éco-responsable. Si vous êtes équipé dans votre collectivité d'outils de messagerie instantanée, utilisez-les pour les communications courtes. Ça sera pour les échanges qui sont plutôt rapides ou informels. Vous pouvez utiliser les outils de chat. Pareil dans la vie privée. Donc voilà, là je vous ai donné des outils. Voilà, il y a WhatsApp. Alors je rentre volontairement pas. Alors après on pourrait discuter de la confidentialité des données, tout ça, mais là on n'a pas le temps en 1 heure. Néanmoins, enfin on va mettre WhatsApp de côté. On va parler plutôt de Teams très rapidement. Teams. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise dans les collectivités parce que les collectivités sont assez fortement parties sur Office 365 et que Teams se couple naturellement à Office 365. Bon, bah, si vous utilisez Teams, vous avez l'habitude d'utiliser des équipes, c'est très pratique. Vous pouvez avoir des conversations informelles dedans avec vos équipes. C'est mieux que d'envoyer des mails. Mais n'oubliez pas non plus, j'aime bien le rappeler. En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez vous appeler. Hein. Et alors, encore mieux, vous pouvez vous parler en fait. Non, mais on l'oublie beaucoup. Moi, j'ai entendu une fois quelqu'un dire dans ma collectivité, quelqu'un répondre oui, mais enfin les mails, nous, c'est notre façon de faire dans la collectivité. Alors, on n'a pas écrit du tout une charte ou quelque chose qui dit non, non, mais tout doit passer par mail et stoppons nos communications vocales ou, orales. Non, pas du tout. Au contraire, et on le dit souvent, et j'ai même quelques collègues, notamment au sein du CODIR de ma collectivité, on se le dit souvent, des fois. Franchement, décrocher le téléphone ou se parler en direct, ça a quand même du bon. Donc, je comprends qu'on doive écrire certaines choses par mail pour le côté, pour plein de bonnes raisons. Mais n'oublions pas, des fois, on a tendance à très souvent, effectivement, prendre le réflexe de faire des mails alors qu'on peut s'appeler, en direct. En plus, on a tous des numéros en interne qui permettent d'appeler directement le collègue à 3 ou 4 chiffres. N'oubliez pas ça. Voilà, on a fait le tour un peu des bonnes pratiques. Je voulais, pour conclure, j'ai deux choses à vous dire. Je voulais quand même vous parler de l'IA. L'intelligence artificielle, évidemment, on en parle beaucoup maintenant dans les collectivités, même partout. Hein, de toute façon, c'est un vrai sujet. Donc oui, l'IA peut ou pourra améliorer la gestion des boîtes mail en automatisant certaines tâches, comme le tri des mails, la détection des spams, la priorisation des messages importants, se désabonner automatiquement des newsletters. Je vais vous montrer quelque chose. Programmation de réponse automatique. Mais je suis un peu embêté de vous parler de l'IA. Pourquoi? Parce que on est censé parler d'email et de sobriété numérique. Et s'il y a bien quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas du tout dans la sobriété numérique, c'est bien l'intelligence artificielle. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se saisir de l'intelligence artificielle. Moi, c'est un sujet, en tout cas personnellement, qui me passionne. On est en train de le travailler au sein de la collectivité. Mais il faut reconnaître que le principal axe d'amélioration de l'intelligence artificielle au sens large aujourd'hui, c'est bien son côté énergivore.
ça demande des calculateurs qui sont hyper gourmands. Donc, vous dire que l'intelligence artificielle va vous permettre de mieux trier vos boîtes mail, alors que derrière, pour l'instant, en fait, ce que vous allez économiser en stockage, vous allez le multiplier par X en termes d'utilisation d'une intelligence artificielle, ça me gêne un petit peu. Mais voilà, on va rester positif, on va se dire que peut-être dans quelques années, ça sera beaucoup moins énergivore. Nous, on a pu tester dans la collectivité quelques intelligences artificielles, et notamment Copilot. Alors pourquoi Copilot? Je voulais en parler un petit peu, parce que Copilot, finalement, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. C'est celle qui est embarquée dans toute la suite Office, et y compris votre messagerie Office 365. Et donc, c'est vrai que c'est pratique, parce que du coup, quand vous demandez à Copilot, donc là, je suis dans ma boîte mail, peux-tu me trouver toutes mes newsletters? Effectivement, il va vous trouver toutes vos newsletters. Bon, ça n'a pas vraiment beaucoup plus d'intérêt que se désabonner tout à l'heure. Par contre, si vous voulez vous désabonner facilement de toutes vos newsletters, alors facilement, ça reste à prendre entre guillemets, hein, vous dites à Copilot, vous demandez à Copilot de vous désabonner de toutes les newsletters, et il va vous proposer, il ne va pas le faire à votre place. Pour l'instant, il ne le fait pas à votre place, mais il va proposer en fait de cliquer directement sur les liens de désabonnement. Voilà, ça vous les enchaîne, et vous pouvez, vous voyez, moi j'en ai quelques-uns. Je vois que la poste pas mal quand même, hein. Il va falloir que je fasse quelque chose. Euh, J'espère qu'il n'y a pas Stéphane Gombeau dans la salle. Désolé, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Mais voilà, on voit quand même que l'intelligence artificielle va nous aider de plus en plus, de toute façon, dans ces tâches un peu rébarbatives, hein. C'est un peu tout l'intérêt aujourd'hui des intelligences artificielles génératives. Donc voilà. Je voulais vous parler, je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Il y a d'autres outils. Attention quand même, j'ai voulu mettre un petit disclaimer. Nous, on a touché un petit peu, enfin pas un petit peu, même complètement. On a complètement testé cette solution. Il y en a plein, hein. Il y a Unroll.me, et en France, il y a CleanFox. Donc en fait, c'est un outil qui vous propose en fait de vous désabonner pour le coup à votre place de vos emails, de vos newsletters, pardon. Donc en fait, comment ça marche? C'est gratuit, et il faut être un petit peu prudent avec ça. Alors oui, ça marche, hein, c'est-à-dire que vous rentrez votre adresse mail. Donc par contre, ça demande les autorisations forcément de scanner, hein, de scanner votre adresse email. Et après, en fait, ça va vous proposer de vous désabonner à tout plein de newsletters, et ça désabonne réellement. Petit problème, j'ai rien contre CleanFox en particulier, mais il faut savoir quand même que voilà, comment fonctionne ce genre de produit. En fait, vous doutez bien que ces personnes-là qui proposent ce genre de produit gratuitement doivent aussi se rémunérer. Et en fait, ils font des stats. Alors, ils anonymisent plus ou moins, je ne sais pas, je ne suis pas dans la société, mais en tout cas, ce qui est dit, c'est que de toute façon, les stats sont anonymisés pour être revendus à des tiers. C'est-à-dire qu'en fait, le but, ça va être de revendre à des tiers des stats qui vont vous donner en fait le nombre de newsletters auxquels il y a eu le plus de désabonnés, le nombre de newsletters qui ont été le plus consultés et sur lesquels on se désabonne le moins. Donc voilà, on peut imaginer en fait que voilà, grâce à ces statistiques, les entreprises qui créent les newsletters, en fait, ils vont mettre en place des techniques de plus en plus avancées qui vont faire qu'en fait derrière, oui, vous allez en recevoir d'autres en fait des newsletters. Et bon, ce qui me gêne aussi un petit peu avec CleanFox, c'est que les personnes qui sont derrière cet outil-là, en fait, ils ont aussi créé en fait finalement d'autres d'autres outils qui sont destinés à des ventes privées, et des ventes privées qui envoient des dizaines de mails par jour. Donc bon, je vous recommande quand même d'être prudent. Vous pouvez le tester sur une solution peut-être, en tout cas pas professionnelle, sinon vos DSI respectifs vont pas être contents. Et vous pouvez le tester sur une messagerie sur laquelle vous n'avez pas sur laquelle vous estimez qu'il y a peu de risques ou que vous utilisez peu. Moi, ce que je pourrais vous conseiller avant de conclure, enfin en tout cas avant de vous laisser la parole et d'échanger ensemble, si vous voulez vraiment vous inscrire à pas mal de choses, si vous remarquez que voilà, vous aimez bien quand même laisser votre boîte mail, vous la laissez facilement parce que vous aimez bien vous inscrire à tel ou tel type d'événement, ou recevoir des infos, ou tel type voilà, vous êtes assez gourmand, on va dire, d'inscriptions en tout genre. Vous pouvez utiliser une boîte mail, soit vous utilisez une boîte mail
dont vous ne vous servez plus trop, qui date voilà, qui n'est plus votre boîte mail principale. Je parle là en privé, hein, qui n'est plus votre boîte mail principale et que vous recyclez un petit peu pour toute la partie newsletter, vous utilisez des boîtes mail en fait qu'on appelle un peu poubelles. C'est des boîtes mail temporaires du style Tempmail ou Yopmail qui vous permettent en fait d'avoir une boîte mail juste pour vous inscrire à des newsletters. Je mets aussi un bémol là-dessus parce que attention, finalement, si vous nettoyez vos boîtes mail principales de toutes les newsletters ou de toutes les inscriptions, mais pour les transférer sur une autre boîte mail poubelle, alors ok, vous aurez gagné de l'organisation, vous aurez votre boîte mail prioritaire qui sera principale, qui sera propre, mais par contre, en termes de sobriété numérique, vous aurez juste déplacé votre problème dans un autre espace de stockage qui consomme aussi et qui est aussi en ligne. Donc du coup, ça reste, voilà, à utiliser quand même avec cette conscience-là que bon, vaut mieux quand même éviter de multiplier les boîtes. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de vous inscrire à beaucoup de choses, vous pouvez utiliser cette option-là. Et voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste quand même, je vous ai dit beaucoup de choses. S'il y a 3 points clés à retenir, pour moi, les 3 points clés, j'ai synthétisé. Vous devez y passer du temps. Ça, il n'y a pas le choix. Vous devez y passer du temps parce que de toute façon, à un moment donné, notamment dans le monde pro, vous arriverez à un moment où de toute façon, on pourra pas vous augmenter indéfiniment la taille de votre boîte mail. N'oubliez pas la partie pièces jointes. Les pièces jointes, essayez d'adopter. C'est de plus en plus. On est dans l'ère du temps en partageant depuis un espace de stockage. Moi, je sais que dans la collectivité, c'est encore du mal à prendre, mais des gens le font de plus en plus. Mais voilà, arrêtez d'envoyer des pièces jointes via le petit trombone. Actuellement, ce qu'on fait de plus en plus, et ce qui va prendre le pas, c'est d'utiliser un partage depuis un espace de stockage en ligne. Et enfin, il y a des outils, oui, mais restez vigilants face à ces outils qu'on pourrait qualifier de miracles, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit des outils en ligne. Oui, testez, enfin, mais allez voir aussi finalement comment ça fonctionne. Soyez quand même curieux quelque part des conséquences. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Je pense que j'ai été assez avec un débit assez assez rapide parce que je voulais tout passer et je voulais surtout que vous puissiez avoir le temps d'échanger ensemble en fait des questions, mais pas forcément ou des remarques. Donc j'ai pas du tout lu le chat. Il y avait trop de Il y a choses. beaucoup de Donc je questions, laisse de la choses. place Ouais. Pas de ouais, souci, à Thomas. Christophe. Alors, comme le veut la bonne pratique pour ces visioconférences et comme le fait Damien d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, on privilégie de le faire oralement. Donc, je vais, quand vous aurez levé la main, vous autoriser à allumer votre micro pour pouvoir poser votre question en direct. Et si vous avez en plus la possibilité d'activer votre caméra, c'est plus sympa. En tout cas, Damien, tu as la possibilité d'activer, d'allumer ton micro pour poser ta question à Christophe. Attends, je mets ma caméra en même temps. Voilà. Oui, donc déjà, merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai besoin de votre éclairage sur une pratique que j'ai commencé d'avoir, mais en fait, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. C'est que pour les mails importants, en fait, je les enlève de la messagerie et je les enregistre sur mon réseau, sur le serveur, en .msj. Alors, est-ce que du coup, c'est moins consommateur ou ça ne sert à rien? Ils sont plus du coup, ils sont retirés vraiment de la messagerie ou ils sont doublés en fait finalement ils restent dans la messagerie et... Non, je les supprime après la messagerie. Ah ouais, bah non, alors là on rentre dans dans un autre sujet, j'ai envie de dire, qui est l'espace de stockage au niveau de votre réseau en interne. Alors je sais pas où vous travaillez ou voilà, mais si vous avez une volumétrie réseau qui vous est offerte par, je sais pas, la DSI qui vous dit vous disposez de tant de place, non, il n'y a pas de. Nous, on a tendance à rappeler, en tout cas dans notre collectivité, c'est vrai qu'on est parti sur Teams avec des espaces de stockage en ligne comme qu'on appelle des espaces de stockage personnels comme OneDrive pour faciliter le partage de fichiers. Mais nous, on insiste bien sur le fait que chez nous, il s'appelle G, c'est l'espace de stockage, c'est un serveur, voilà, c'est la lettre G. Ce serveur de fichiers doit être utilisé en fait. Ça reste le serveur de fichiers principal de la collectivité. C'est celui en plus qui est sauvegardé par nos soins tous les soirs. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais OneDrive, on est chez Microsoft, oui, c'est sécurisé, mais si on veut parler de souveraineté,
là, pour le coup, c'est beaucoup plus sécure d'aller mettre son message dans un espace de stockage réseau physique, sécurisé sans doute par votre équipe. Je ne sais pas si vous avez une équipe IT qui sécurise, qui sauvegarde. Voilà, donc forcément, vous êtes vertueux d'un point de vue stockage en ligne et vous utilisez des stockages disques qui sont à votre disposition dans la collectivité. Donc moi, ça me semble tout à fait, tout à fait intéressant. Après, ça doit être un petit peu peut-être compliqué à utiliser au quotidien parce que du coup, il faut aller rechercher. Enfin, du coup, ça demande une bonne organisation, je suppose. Ouais, mais bon, après, enfin, on va juste dans le dossier en question, on clique sur le message et il s'ouvre dans Outlook, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok. Je vais continuer alors. Ah oui, non, mais je trouve que c'est. Alors, je trouve ça très bien et très courageux. Je pense qu'il y a peu de personnes qui font ce genre de choses. Ça demande quand même. C'est Un tellement peu de temps, simple oui. de laisser son mail végéter là où il est. Alors, je m'inclus le premier, hein, ou au mieux, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils créent des sous-dossiers dans leur messagerie. Mais bon, du coup, ça ne change rien par rapport à la taille de la boîte mail, hein. C'est juste que vous déplacez, c'est juste une organisation qui vous permet une organisation interne. Mais ouais, vous, ce que vous faites, ça a un vrai impact sur le poids de votre messagerie. Bon, ça va, je suis rassuré. Merci. Yes. Merci. Merci Damien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Non, je prends une question qui était en attendant que quelqu'un lève la main. Une question sur les outils de type WeTransfer. Oula. Après, je vais les. Voilà. Donc, alors, tout le monde n'a pas accès à WeTransfer, mais pour envoyer les gros fichiers, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue là-dessus, Christophe? Oui, bah là, je vais prendre un peu la casquette RSSI. Enfin, voilà. Alors, faut pas oublier que je suis DSI aussi, et que nous, du coup, nous, dans les DSI, on est très vigilants à la sécurité informatique. On est très vigilants, voilà, on suit aussi un parcours avec l'ANSSI. Tout ce qui est solution de type WeTransfer, c'est pas du tout recommandé. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, on l'autorise pas au sein de la DSI. On veut que les gens utilisent le partage en ligne depuis leur OneDrive parce que c'est des data centers, c'est des silos qui nous sont réservés par Microsoft parce qu'on paye. WeTransfer, c'est gratuit et on ne sait pas en fait derrière où vont les données et comment elles sont stockées. Voilà, on ne sait pas qui les gère, on ne sait pas qui les regarde, c'est totalement flou. Donc en fait, par mesure de sécurité, nous en tout cas dans la collectivité, on ne veut pas que WeTransfer soit utilisé. On sait que des fois c'est quand même utilisé malheureusement, mais derrière, en fait, j'ai envie de dire, ben, vos données, on ne sait pas où elles vont. Ok. Aurélie, tu as la possibilité d'allumer ton micro et de poser ta question. Et ta caméra si tu le souhaites. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'est l'utilisation de Rainbow pour les conversations. Est-ce que c'est moins lourd quand même que les emails? Et c'est quoi le poids d'un échange Rainbow? Rainbow, tu vois ce que c'est, Christophe? Non, Non, c'est à la région, c'est peut-être ailleurs, c'est Alcatel, c'est une solution de softphonie utilisée au début aussi pour faire de la visio quand le Covid est arrivé. Voilà. Ah bon, je ne connais pas spécifiquement Rainbow, mais si c'est une solution de softphonie, j'aurais tendance à dire que. Alors, je ne la connais pas, donc je vais avoir quand même du mal à trop me positionner, mais c'est une solution de messagerie en ligne, c'est quand même mieux que d'utiliser les mails, enfin de messagerie instantanée, j'ai envie de dire, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. En fait, ça ressemble un peu à Teams avec un onglet conversation. Tout à fait. J'aurais plutôt tendance à privilégier, mais bon, j'aime pas trop m'avancer tant que je ne connais pas l'outil. Et ma deuxième question, j'en profite, sur l'utilisation des GIFs, est-ce que ça a un fort impact ou pas? Bah, en fait, c'est forcément toujours plus en fait. Alors bon, moi aussi j'aime bien utiliser les GIFs, ça peut être rigolo. C'est un peu, c'est aussi, je pourrais faire un lien. On a un peu abusé ces derniers temps sur les signatures de boîte mail.
sais pas si vous voyez, on a commencé à avoir une signature électronique en bas de page, et puis on a commencé à rajouter. Alors c'est normal, hein, on fait de la com, hein, même moi, hein, j'ai rajouté là, j'avais un bandeau pour le mois de l'innovation publique, mais on en rajoute de plus en plus. Donc l'idée, c'est que ce soit quand même optimisé, et c'est sûr que plus vous utilisez de, de ressources, on va dire, graphiques, effectivement, plus ça consomme en fait. Donc évidemment, mais bon, après, l'idée, c'est pas non plus de se couper de, de tout ce qui est moderne, et les GIFs sont inclus notamment dans Teams. Le tout, c'est pas de. La problématique, c'est de balancer des GIFs à la minute, quoi. C'est là le problème pour moi, quoi. Enfin, entre un GIF et une pièce jointe de 10 mégas qu'on voit des fois. J'aurais tendance à dire, si vous envoyez un GIF de temps en temps dans votre conversation, c'est rien par rapport. Les gens se rendent vraiment pas compte, je trouve, de ce que ça représente 10 mégas envoyés à un annuaire interne. C'est comme si vraiment ça leur parlait pas, ou ils font pas vraiment enfin, moi, de ce que je ressens, hein, par rapport à mes collègues, j'ai l'impression qu'ils pourraient effectivement me poser. C'est une bonne question que vous avez posée. J'ai l'impression qu'ils pourraient pas vraiment mesurer la différence qu'il y a entre un GIF et 10 mégas envoyés à l'annuaire interne. Bon, oui, j'ai envoyé une pièce jointe à l'annuaire, quoi. Mais non, en fait, vous avez envoyé la pièce jointe à 700 personnes. C'est catastrophique. Alors, j'ai vu quelqu'un, ça m'a intéressé, parce que je vois qu'il y a des gens qui font partie de la fonction publique d'État, c'est ça? Où WeTransfer est complètement interdit, quoi. Oui, et ça me surprend pas me surprend pas du tout. Enfin, dans certaines, je me doute qu'au niveau de l'État, pour avoir échangé avec certaines DSI, il y a des DSI qui sont bien plus drastiques pour plein de raisons, la taille des pièces jointes et même l'utilisation de certains outils qui sont prohibés. Alors, je me fais un peu le porte-parole parce que les gens sont timides, j'ai l'impression qu'ils ne lèvent pas la main, mais il y a quelques questions quand même dans le. Juste une question qui était dans l'onglet questions-réponses. Donc, c'est Damien qui rebondissait sur. Il y a une pratique de, au lieu de répondre par un mail, on répond par un émoticône. Enfin, il y a la possibilité, en tout cas sur Teams, de dire cœur, pouce, là, juste ça. Quel est ton avis là-dessus, Christophe? Ouais, c'est très bien, forcément. C'est des nouvelles pratiques, et c'est vrai que c'est une bonne pratique. C'est vrai que on a vu apparaître ça notamment sur Office 365. Ça a même été poussé sur les clients de messagerie pour ceux qui utilisent les clients lourds. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a la version en ligne d'Office 365, et puis il y a ceux qui se synchronisent via un client lourd Outlook qui est sur les PC. Mais voilà, on voit de plus en plus effectivement Nous, on le fait, hein, c'est une pratique dans la collectivité. Effectivement, on sait que quand on donne une information à quelqu'un, plutôt que l'autre nous retourne un message en répondant oui, d'accord, c'est bien noté, le petit pouce en haut du mail, et c'est bon, quoi. Alors, juste pour préciser, parce que parfois, quand on fait un émoticône, on reçoit un mail d'une personne qui a fait un émoticône. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça arrive à d'autres. Donc, c'est peut-être une question de paramétrage. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Nous, on y a passé pas mal de temps. Alors, je ne sais pas si ça rentre, enfin, je crois que ça rentre dedans. Il faudrait que mes collègues, ils sont vraiment au niveau de Teams. En fait, Teams, dans une DSI, ça demande beaucoup de gouvernance. On a vraiment, quand on passe sur Teams, nous, on a suivi en fait une formation, parce qu'au niveau de la DSI, il y a tellement de règles, vous avez tellement d'options, vous pouvez tellement choisir de paramétrage. Et je crois que nous, on l'a géré. Il y avait même, je ne sais pas si si vous êtes sur Office 365, je crois qu'on l'a viré chez nous. En début de semaine, on recevait un peu une sorte de récapitulatif de votre temps, vos échanges, la journée où vous avez le plus envoyé de mails, quand est-ce que vous vous êtes déconnecté. Enfin, on avait un peu un récap de notre utilisation de la boîte mail. Et effectivement, il y a eu aussi ce côté mail, vous avez reçu une notification de. Ouais. Nous, de notre côté, de ce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu passer ça, donc il me semble qu'on a désactivé toutes ces options-là dans Teams. Alors, s'il n'y a toujours pas de main levée, je prends les dernières questions parce qu'on doit s'arrêter à 15 heures. Ouais. Il y avait une question, alors on parlait de plateforme de partage ou de transfert. À la région, il y a un outil qui existe, en tout cas, qui est proposé par la DSI. Donc, ça peut se mettre en place, en tout cas pour partager, transférer des gros fichiers.
parce que ça peut être le cas quand on va partager des vidéos, par exemple, de manière voilà, utile, hein, j'entends, pour Ouais, un ouais. boulot, un projet ou je ne sais quoi. Tu as des conseils là-dessus ou un avis? Bah, moi, nous, pour tout ce qui est volumineux, que ce soit une vidéo, on a tendance à recommander d'utiliser. Alors, parce que nous, on a ça chez nous, en fait, hein, c'est pareil, je ne sais pas comment vous êtes équipés. Nous, avec nos licences Teams, on a un espace OneDrive et on a tendance à recommander aux gens d'utiliser leur espace OneDrive et de partager l'accessibilité à la vidéo depuis OneDrive. C'est comme ça que sont aussi envoyés chez nous maintenant le, tout ce qui est communication interne en fait. Donc voilà, les gens vont connecter, vont contacter, je vais y arriver, se connectent en fait depuis. C'est transparent en fait. En fait, ils ouvrent depuis, ils reçoivent un mail, ils cliquent sur un lien et ça ouvre dans le navigateur. Ils accèdent en fait à la documentation qui est en fait sur un espace de stockage de la personne qui l'a partagé en fait. C'est peut-être plus pour les extérieurs, en fait, les communications avec les Ah, extérieurs, je pense. bah pareil. Ok. Pareil, on peut partager aussi. Alors, à part si c'est interdit, je sais que voilà, c'est pareil, ça fait partie de la gouvernance, en tout cas sur Teams et sur OneDrive. Il y a la possibilité, nous on l'a pas fait, mais on peut interdire de partager vers l'extérieur. Mais non, on pourrait pas, on a trop de partenaires. Enfin, dans les collectivités territoriales, c'est compliqué. Si vous commencez à bloquer le partage vers l'extérieur. Mais peut-être que dans certaines fonctions d'État, vous pouvez pas partager tes documents vers l'extérieur, effectivement. Alors, il y a des commentaires, des remarques, mais j'ai Ouais, je pas les ai de pas lus, j'avoue, hein, questions a mais priori. Ouais. Donc, Christophe, je te propose qu'on s'arrête là. ok. Merci pour ton intervention. Bah, Merci merci. aussi pour votre participation. Je voudrais remercier, j'en profite vu qu'elle est là, je la vois dans le chat, je voudrais quand même remercier Asma qui a beaucoup travaillé avec moi sur cette conférence. Je ne l'ai pas fait tout seul et comme elle dispense elle-même en fait des bonnes pratiques en tant que conseillère numérique à l'usage de nos concitoyens, c'est vrai que voilà, il y a des choses qui m'ont servi. On a préparé cette visioconférence ensemble. Eh Ouais. bien, merci beaucoup, Christophe. Merci à tous. Il reste encore 2 visioconférences la semaine prochaine lors de ce mois d'innovation publique. Donc, merci de répondre aux questions à satisfaction, même ceux que j'ai déjà envoyés pour les autres visioconférences. Ça nous permet de faire du retour, de faire de l'amélioration continue de ces différents temps. Et on vous souhaite, avec Christophe, en tout cas, une excellente après-midi. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.